Juste deux mots, et avant de présenter à celui qui jusqu'à ce matin était un auteur et qui maintenant est devenu un ami depuis tout à l'heure, Pierre Dardot, auteur donc de ses Mémoires du futur. Juste vous dire avant qu'il y a 50 ans, jour par jour, et presque heure par heure, je me trouvais à Santiago du Chili, à quelques pas du Palais de la Moneda, où je devais me rendre à la demande de mes camarades du MAPU, l'un des partis de l'Unité populaire, la coalition qui soutenait le gouvernement de Salvador Allende. Il s'agissait d'aller vérifier sur place les informations encore confuses sur le coup d'État pour, les cas échéants, établir les coordinations nécessaires avec les autres partis de l'Unité populaire. J'étais presque arrivé à la Moneda lorsque les bombardements perpétrés par l'armée de l'air a commencé à la détruire. Après les premiers missiles, une jeune femme avec un petit enfant dans les bras s'est mise à courir vers le palais en criant « Ils vont les tuer, ils vont les tuer !» Entendant le bruit des avions qui revenaient, j'ai réussi à l'en empêcher et nous nous sommes abrités derrière un kiosque à journaux juste au moment où une nouvelle explosion a secoué tout le quartier. S'ensuivit un silence de mort, rompu uniquement par les pleurs de la mère et de l'enfant que je tenais tous deux, serrés contre moi. J'ai voulu dire quelque chose pour les rassurer, mais l'émotion me rendit incapable de prononcer le moindre mot. Le silence ayant été rompu par les véhicules militaires venus achever leur sale besogne, nous avons quitté notre refuge plus que précaire pour nous éloigner de l'épicentre du drame qui commençait à vivre notre pays. Au bout d'une centaine de mètres, après nous avoir conseillé mutuellement de faire très attention, je me suis séparé de cette femme dont je n'ai pas su le nom, mais dont je n'oublierai jamais le regard marqué par la peur et le désarroi. C'est ainsi qu'a commencé pour moi ce demi-siècle de l'histoire qui, d'une certaine manière, nous réunit ce soir. C'est pourquoi, avant d'aborder la question spécifique du livre de Pierre, permettez-moi de vous dire la grande émotion qui est la mienne de me trouver parmi vous en cette date où nous commémorons les 50 ans du coup d'État, de la mort d'Allende et de la fin d'un rêve qui, pendant 1000 jours, inspira de belles réalités. Mais en même temps, nous devons célébrer l'amitié solidaire née dans les premières heures de la dictature qui sauva des vies, apporta un soutien précieux à la résistance de notre peuple et nous rassemble encore ce soir. Une amitié par rapport à laquelle les Chiliens d'origine que je suis, l'exilé que j'ai été et les franco-chiliens que je suis devenu n'a qu'un mot à dire. Gracias. Muchas gracias. Cela étant, je voudrais commencer à discuter avec mon ami Pierre pour lui demander d'abord pourquoi tu as dit à un moment donné que ce livre que tu avais écrit, et je vais essayer d'être textuel, parce qu'avec toi, il faut être strict. De tous les livres que j'ai écrits, tu as dit, ce livre est le plus personnel. Et tu as ajouté que ça tenait, entre autres choses, au fait que ta génération avait été marquée par le coup d'État et par le gouvernement d'Allende. Tu peux nous expliquer dans quel sens ce livre, par rapport à toute une œuvre qui est riche, est le plus personnel ? Alors ça, c'est une formule que j'ai écrite effectivement à la demande du Monde diplomatique chilien, l'édition chilienne du Monde diplomatique, puisque la pratique qui prévaut, c'est non pas de faire des interviews avec un auteur, mais de demander à un auteur de présenter son propre livre. Voilà. Et j'ai sacrifié donc à cette règle, qui était pour moi une première, parce que je n'avais jamais fait ça. Et finalement, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, parce que ça m'a permis de dire en effet dès le début que ce livre était le plus personnel de tous ceux que j'ai écrits. D'abord pour une raison très simple, c'est que tous les autres livres, je les ai écrits avec Christian Laval,
Et donc ce livre-là est le seul que j'ai écrit moi-même, en mon nom propre et en mon unique nom. Voilà, déjà, c'est la première remarque qu'il faut faire. Ensuite, deuxième remarque, ça c'est davantage peut-être, c'est générationnel, effectivement. Moi j'avais quelque chose comme, oui, je devais avoir juste 21 ans au moment du coup d'État du 11 septembre 1973. Donc j'étais engagé comme beaucoup d'autres dans différentes aventures militantes en France, dans des organisations. Et on a vécu ce qui s'est passé entre 1970 et 1973 d'une manière extrêmement intense, parce que c'était un mouvement qui était porteur d'un immense espoir, bien sûr au Chili, bien sûr en Amérique latine, mais au-delà de l'Amérique latine, qui a eu un énorme retentissement en Europe. Ça a contribué, alors les gens qui n'appartiennent pas à cette génération peuvent difficilement en juger, mais ça a contribué dans une très large mesure à politiser la génération qui était la nôtre, dans la mesure où il y avait deux choses qui étaient très marquantes. Il y avait cette expérience-là du Chili entre 70 et 73, et bien sûr le Vietnam, et la solidarité avec le Vietnam. Mais il faut quand même insister sur ce point-là. Donc on a surveillé, on a écouté, on a suivi tout ce qui se passait entre 70 et 73, jusqu'au putsch, jusqu'au golpe, avec ce que ça peut impliquer comme... Bon, c'est un effet de sidération à distance, puisque nous n'étions pas à Santiago, ni même dans aucune des villes du Chili. Mais ça a compté beaucoup pour nous, parce que très très vite, il y a eu des manifestations de solidarité en France, particulièrement. La France n'était pas le seul pays. Il y a eu l'Italie, il y a eu la Suède, il y a eu d'autres pays en Europe. Mais en France, il y a eu des manifestations assez soutenues, particulières, longues, régulières de solidarité avec le Chili, à partir justement de cette date du coup d'État. Et ça s'est prolongé au-delà même de l'année 73, et c'était d'ailleurs fort heureux qu'il en soit ainsi. Et pour moi, ça a beaucoup compté. Je faisais partie plutôt, parce que j'étais à l'époque militant trotskiste, donc je faisais partie des gens qui étaient plutôt favorables au MIR, au mouvement de la gauche révolutionnaire, au Chili. Bon, à l'âge qu'on avait, faut imaginer que dans Paris, on disait armement du prolétariat. Heureusement que ce n'est pas un mot d'ordre qui s'est réalisé, parce que là, je pense que l'étendue du désastre aurait été encore plus grand. Bon. Mais nous étions un peu inconscients, comme beaucoup de gens à l'époque, et nous reprenions à notre compte ce mot d'ordre. Donc c'est pour dire d'abord qu'il y a une référence à une histoire générationnelle. Je ne suis pas le seul, bien sûr, dans cette situation, mais ça a beaucoup compté pour moi, parce que j'ai toujours réfléchi à ce qui s'était passé, en me demandant exactement pourquoi, comment, dans quelles conditions. Et puis en 2016, voilà, j'ai été invité au Chili dans le cadre d'un colloque universitaire à la faculté des sciences sociales à Santiago. Et j'ai fait, je crois, une intervention sur la question de la gouvernementalité néolibérale. Mais justement, c'est une notion un peu particulière, parce que cette gouvernementalité néolibérale, pour le Chili, ça s'est plutôt mis en place à partir de 89-90, donc avec les premiers gouvernements de la concertation, avec Aylwin et avec d'autres. Bon, sous Pinochet, évidemment, gouvernementalité néolibérale, il n'en était pas tellement question. Je rappelle que la notion chez Foucault veut dire un gouvernement qui procède par incitation, par orientation, par conduction indirecte. Pinochet, c'était pas ça, bien évidemment. Donc, c'était intéressant pour moi, d'ailleurs, de me confronter avec la vision qu'avaient les académiques, comme on dit, ou les collègues chiliens de la faculté des sciences sociales de cette période, et du champ d'application de cette notion de gouvernementalité. Et puis très très vite, on a discuté. Et je suis revenu ensuite en 2018, oui, 2016 d'abord, 2018. Bon, ça fait la 6e fois aujourd'hui que je vais retourner au Chili, puisque j'y retourne là pour un colloque international qui est justement consacré à la commémoration du Golpe, qui a lieu les 26 et 27 septembre à Santiago. Et le moment inaugural a lieu à Montevideo. Je rappelle qu'il y a eu un coup d'État en juin 73, quelques mois avant, précisément à Montevideo, en Uruguay, avec aussi une dictature. Bon. Donc il y a des choses qui se produisent à cette époque-là qui relèvent de l'histoire, mais il y a une sorte de convergence malheureuse sous la forme de coups d'État militaires qui aboutissent à des dictatures qui durent, qui ont vraiment une durée assez longue. Et ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, m'a fait également réfléchir. Et puis, j'étais là en début novembre 2019. Donc, début novembre 2019,
c'est l'estallido, c'est-à-dire l'explosion sociale, qui commence formellement, on retient la date du 18 octobre 2019. Donc j'arrive après quelque chose comme 15 jours, 2 semaines et demie, là-bas, et je participe assez vite à une manifestation très importante, qui était la manifestation du 8 novembre, qui était une manifestation très violente. Pas du tout. Le 25 octobre, si vous regardez les images, c'est un fleuve majestueux, avec quelque chose comme 1 500 000 personnes dans la seule ville de Santiago. Donc c'est extraordinaire, c'est bon. Mais j'ai une amie, Evgenia Palialaki, qui est une spécialiste de l'histoire du MIR, qui était là. Moi, je suis arrivé un peu plus tard, et je suis arrivé dans des conditions qui font que j'ai participé à une manifestation qui était extrêmement violente. Bon. Avec, bien sûr, d'abord et avant tout, la violence qui était le fait des carabineros, qui tiraient sans sommation en visant les yeux, les organes génitaux des femmes, et les yeux pour tout le monde. C'était à peu près ça la règle, avec des bâtiments qui étaient en feu, qui étaient donc une fumée grise, par moments noirâtre, des grenades, des choses de ce genre-là, et puis un étudiant en psychologie qui a été aveuglé ce jour-là, Gustavo Gatica, qui était un étudiant en psychologie de l'Université de l'humanisme chrétien. Voilà, donc c'est tout de suite une entrée en matière assez directe, brutale, mais en même temps très éclairante sur le mouvement, sur les conditions dans lesquelles il a eu lieu, sur les formes différentes que pouvait prendre la révolte. Et puis je suis allé dans une petite ville, enfin une ville moyenne à côté de Santiago, qui est Osorno, plutôt le début du sud, enfin, et déjà une région qui fait partie des terres ancestrales des Mapuches. Et là, c'était très différent, c'était une ambiance très différente, c'était des manifestations de 10 000 personnes, pas des manifestations de 1 million ou de 800 000, etc. Et il n'empêche que c'était là aussi très profond, avec des cortèges de 10 000 personnes dans une ville comme celle-là, qui était quelque chose d'assez inédit, avec plutôt des formes bon enfant, mais des familles entières qui participaient aux manifestations, des gens de couches sociales très différentes. Et puis, je n'oublierai jamais, j'ai été amené à participer à une table ronde organisée par l'université sur le thème de la nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette constitution? Et l'université m'a fait l'honneur de m'inviter à participer à cette table ronde en me demandant voilà, ce que j'en pensais. Et tout. Bon. Et puis, ensuite, une interview à la radio de l'université, le 15 novembre, vers 9h30 du matin, là aussi je n'oublierai pas, avec un journaliste qui se définissait lui-même comme araucanien, donc la région de l'Araucanie, et qui m'a demandé ce que je pensais de l'accord qui venait d'être conclu la veille dans la nuit, enfin, dans la nuit du 15 octobre, qui est un accord, vous savez, on appelle ça l'accord pour la paix sociale, on l'a appelé comme ça d'ailleurs, qui a été signé par un certain nombre de partis et qui a défini les conditions dans lesquelles le processus constituant devait s'engager. Bon, voilà. Ça, c'est pour dire très rapidement comment s'est produit mon contact avec le Chili de la révolte. Bon. Et je n'hésiterai pas d'ailleurs à reprendre le terme de Patricio Guzman dans Mon pays imaginaire lorsqu'il parle d'une deuxième révolution. Il parle d'une première révolution et il dit à ce moment-là c'est la révolution de 1970-1973, et il parle d'une deuxième révolution, et il dit ça, c'est l'estallido, c'est-à-dire la révolution qui commence avec le 18 octobre 2019. Voilà. Et je reprends ça volontiers à mon compte, et je me suis demandé après ce que j'allais faire de tout ce que j'avais pu prendre comme note, de tout ce que j'avais enregistré, du point de vue de la mémoire visuelle et autres. Et j'ai suivi de façon très, très soutenue ce qui se passait là-bas, les travaux de la Constituante, jusqu'à la fin, jusqu'au rechazo, c'est-à-dire jusqu'au rejet, qui est intervenu le 4 septembre 2022. Et j'avais, le 4 septembre 2022, quasiment fini d'écrire le livre. Donc il me restait juste à faire la conclusion. Vous imaginez bien sûr que la conclusion n'a pas été exactement la même que celle qu'elle aurait été s'il y avait eu, non pas la victoire du rejet, mais la victoire de l'approbation. Mais c'est comme ça. Et donc j'ai écrit le livre, j'ai soumis ça à l'éditeur Lux, qui a accepté. Ça a été imprimé et c'est sorti en France, je crois, le 3 février. Et chose assez exceptionnelle pour être notée, ça a été traduit en espagnol dès le mois d'avril, la fin du mois d'avril. Donc début février en France, fin du mois d'avril en espagnol, avec évidemment tout de suite un certain nombre de livres qui sont arrivés au Chili.
et qui ont donné l'occasion déjà de premiers échanges. J'en ai eu très directement le 22 juin dernier, avec des gens de l'Académie de l'humanisme chrétien. Et c'est une expérience pour moi assez incroyable, parce que c'est un livre très différent de ceux que j'ai l'habitude d'écrire. D'ailleurs, ceux qui l'ont lu ou même feuilleté se sont peut-être aperçus que c'était pas tout à fait le même style que celui des Dardot-Laval habituels qui avoisinent les 500, 600, 700 pages, voire 800 dans le cas d'un gros Marx paru chez Gallimard. Donc c'est tout à fait différent. Beaucoup de gens m'ont dit être surpris par le début, c'est-à-dire vraiment rester au ras des faits. Comment ça se produit, comment ça se passe, comment le 18 octobre se prépare dans les jours qui précèdent, comment ensuite ça se généralise, comment ça prend la dimension justement d'une révolution populaire. Bon, tout ça, je ne me le suis pas imposé, même si c'est très différent, parce que j'avais envie d'écrire ce livre. Et c'est ce qui s'est passé au Chili avant qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Voilà pourquoi, en arrêtant là rapidement, mais voilà pourquoi c'est vraiment le livre le plus personnel de tous les livres que j'ai écrits. Alors, étant donné que c'est un livre personnel, étant donné les engagements qui sont les tiens, et ce n'est pas, tu le dis aussi, ce n'est pas un livre impartial, c'est un livre où tu prends parti. Et l'un des partis que tu prends et qui est très intéressant parce que ça parle des clivages dominants aujourd'hui, c'est celui de mouvements sociaux comme les grands protagonistes de la possibilité d'un estallido qui aille au-delà de l'estallido et devienne une politique de changement profond. Et face à cela, tu critiques acervement l'attitude des partis politiques obsédés par ce que tu appelles le concertationnisme, c'est-à-dire obsédés par le consensus, obsédés par un consensus qui s'est fait, à ton avis, souvent, la plupart du temps, en détriment des aspirations des mouvements sociaux. La question que je voulais te poser en premier lieu, c'est quels sont les mouvements sociaux que tu vois comme protagonistes? Je vois une trilogie. Et pourquoi tu crois qu'ils sont porteurs de cette force transformatrice que tu leur attribues? Alors c'est vrai qu'au centre du livre, ça se repère très facilement quand on regarde la table des matières. Il y a un chapitre assez important qui est le chapitre 2, qui est consacré aux mouvements sociaux. Et à l'intérieur, il y a 3 sous-chapitres. Il y a un premier sous-chapitre qui est consacré au mouvement des Mapuche, c'est-à-dire de ce que l'on peut considérer non pas comme le seul, mais l'un des plus importants des peuples autochtones du Chili. Il y a un autre sous-chapitre qui est consacré au mouvement féministe, j'y reviendrai, qui pour moi est sans doute le plus important et qui continue et qui continuera, je pense, d'être un mouvement social très important, peut-être le plus important, parce que ça tient non seulement à la situation spécifique du Chili, mais à toute la transnationalisation des mouvements qui s'est opérée dans le cône sud, notamment entre le Chili et l'Argentine. C'est une histoire tout à fait particulière, assez différente de celle des autres mouvements sociaux. Et puis le troisième, c'est le mouvement étudiant. Alors, mouvement étudiant, bien sûr, on a retenu ça. J'ai vu hier soir, d'ailleurs pas plus tard que hier soir, le documentaire de Arte, Par la raison ou par la force, qui est quand même assez ambitieux par son envergure, puisque ça commence avec le coup d'État, et ça finit avec le rechazo du 4 septembre 2022. Donc c'est quand même un documentaire, c'est assez rare que ça ait cette ambition-là. Et effectivement, il y est question beaucoup du mouvement féministe, il y est question beaucoup du mouvement étudiant. Le mouvement étudiant, il en est question surtout parce qu'il y a un certain nombre de leaders étudiants qui sont devenus des politiciens professionnels ensuite. C'est le cas du président Boric, mais c'est le cas d'autres, Giorgio Jackson qui fait partie de ceux justement qui ont démissionné. Certains ont présenté le nouveau cabinet de Boric comme étant un cabinet du matriarcat, parce qu'il y avait beaucoup de femmes. Bon, mais c'est assez surprenant qu'on appelle ça cabinet du matriarcat parce qu'il y a beaucoup de femmes. Je trouve déjà que le simple fait de dire ça est suspect. Ça, c'est une formule de journaliste, hein, je précise tout de suite. Donc, ce n'est pas une formule que je reprends à mon compte, pas du tout. Hein, pas du tout. Au contraire, j'aurais tendance à rejeter ce genre de caractérisation. Mais on retient le mouvement étudiant parce qu'il y a eu, à partir de 2011, donc c'est 2011 la fin du mouvement étudiant, et 2012-2013, il y a beaucoup de conversions d'anciens leaders étudiants à la politique professionnelle, avec un classique, hein, avec un bloc effectivement, avec 4
ancien leader étudiant qui occupe un banc à l'Assemblée, donc au Congrès national. On appelle ça le banc étudiant, justement. Donc c'est quelque chose qui est devenu assez vite très, très connu et très, très célèbre. Et puis il y a eu des fondations de partis, des luttes internes, tout ça est souvent passé sous silence, mais ça fait partie de l'histoire d'une génération. Et d'ailleurs Boric lui-même en est parfaitement conscient, puisqu'il vient de nommer une ministre qui prend la place de Jackson. Jackson, c'est le fondateur de Révolution démocratique, et Jackson, c'était également un des leaders du mouvement étudiant de 2011. Et cette femme-là qui a pris la place dans le nouveau gouvernement de Boric, de Jackson, c'est une de celles qui ont fait partie dans Izquierda Autónoma, qui était un mouvement auquel Boric appartenait dans les années 2000. Il faisait partie de ceux qui avaient exclu Boric de ce mouvement. Donc tout ça est une histoire, c'est pour indiquer simplement que c'est une histoire assez longue, de gens qui se sont croisés, parfois qui se sont combattus, parfois qui ont combattu ensemble. Et ce ne sont pas des choses qu'il faut ignorer pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a dans une certaine mesure une génération qui accède, en tout cas les représentants d'une certaine génération qui accèdent aux responsabilités politiques à la tête du pouvoir de l'État aujourd'hui. Voilà. Mais pour moi, alors ça c'est très important, le mouvement étudiant, à cause de la revendication. Parce que la revendication, c'était une éducation gratuite de qualité, une éducation publique gratuite et de qualité. Donc on ne peut pas imaginer le nombre d'étudiants qui se sont politisés à travers ce mouvement qui justement quittait le terrain de ce qu'on appelle là-bas le grémialisme, c'est-à-dire le corporatisme. Parce que c'était une revendication qui concernait toute la société, qui posait le problème de l'éducation à l'échelle de toute la société. Voilà, ça a contribué énormément à politiser des étudiants et à politiser des étudiantes. Et à politiser des étudiantes qui ensuite, dans les années qui ont suivi, devaient devenir les cadres et les principaux, comment dirais-je, les cadres, j'allais dire dirigeants, mais ce n'est pas exactement le terme qui convient pour le mouvement féministe compte tenu de sa structuration très particulière. Enfin, en tout cas, des gens qui ont inspiré énormément le mouvement féministe, qui ont joué un rôle très actif dans le mouvement féministe. Et là, pour moi, c'est sans doute celui des trois mouvements, je reviendrai après sur le mouvement des Mapuche, mais c'est celui des trois mouvements qui est porteur d'une radicalité dans laquelle je me retrouve, parce que cette radicalité est en même temps indissociable de son caractère de masse. C'est assez difficile à comprendre, parce que d'habitude, on exclut les deux en disant c'est massif, donc ça ne peut pas être radical, donc on fait des espèces de coupes comme ça, des espèces de moyennes entre des positions extrêmes. Voilà. Là, c'est pas comme ça que ça s'est passé du tout, parce que c'est un mouvement féministe qui a eu l'intelligence pratique dès le début d'avoir une orientation qu'on appelle une orientation de transversalité. C'est-à-dire que tout de suite, ils ont compris que pour que le mouvement féministe prenne dans la société, il fallait que ces revendications soient des revendications qui traversent toutes les couches de la société. Transversalité. Cette orientation de transversalité, pour moi, c'est une des leçons stratégiques les plus précieuses que le mouvement chilien, le mouvement féministe chilien, est à nous apporter. Quand je dis à nous apporter, ça veut dire que ça concerne de la gauche ici, comme ça concerne bien sûr la gauche là-bas. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument tenir. C'est-à-dire que très vite, elles se sont dit il faut dépasser, il faut qu'on arrive à dépasser, il faut que le féminisme ne soit pas exclusivement une affaire particulière de femmes. Il faut que le mouvement féministe pose des questions qui vraiment concernent toute la société. Et de ce point de vue-là, elles ont réussi. Parce que les manifestations, ça a commencé à partir de 2016. Bon, ça a commencé en Argentine en 2015. 2016, la greffe a commencé à prendre au Chili. 2017, vous avez la première forme de grève générale. Alors, grève générale féministe, là aussi, quand j'ai appris l'existence du terme ou de l'expression, je me suis longuement demandé mais qu'est-ce que ça pouvait bien signifier, parce que bon, c'est vrai qu'avec ma formation, etc., j'avais plutôt tendance à regarder ça comme une expression contradictoire. La grève générale féministe, ça ne va pas. Soit c'est général, et à ce moment-là, ce n'est pas uniquement féministe, soit c'est féministe, et à ce moment-là, ce n'est pas général. Mais justement, en réfléchissant à cette notion-là, je me suis aperçu que sa force venait du fait qu'elle conjoignait, qu'elle faisait se souder comme ça les deux mots, et qu'elle faisait en sorte que le féminisme renouvelle la signification du mot d'ordre de grève générale.
C'est-à-dire, au lieu de le particulariser, à l'inverse même, il y avait une forme d'universalisation qui se produisait et qui, en même temps, n'impliquait absolument pas un abandon de la radicalité des revendications du féminisme. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors 2018, très massif, 2019, alors là, mais 2018, c'est là, sans doute une des grèves générales féministes les plus massives de l'histoire du Chili, et ça a continué, puisque en 2019, c'était précisément 2019, en mars 2019, c'est avant l'éclatement de l'estallido, mais c'était déjà très important. Et alors en 2020, ça a été également très très important. Donc voilà, c'est pour dire que ce mouvement féministe m'apparaît comme étant sans doute le plus important. Enfin, c'est difficile de faire une hiérarchie, mais de toute façon, ce n'est pas mon propos. Mais par la force d'entraînement qu'il a eu sur toutes les couches de la société, c'est certainement le mouvement le plus extraordinaire. Voilà. J'ai regardé après le Rechazo, il y a eu beaucoup de gens qui étaient porte-parole de différents mouvements qui se sont tus, et ça se comprend parfaitement, tant la déception, l'amertume, voire le désespoir chez certains était grand. Mais en même temps, les premiers qui ont relevé la tête en se disant il faut maintenant qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé, force, faiblesse et quelle action pour l'avenir. Pas le futur au sens français du terme, enfin. Non, l'avenir au sens de l'avenir proche, de l'avenir très proche. Et bien, ce sont les féministes qui ont répondu dès le mois de janvier, février, avec l'organisation de rencontres plurinationales, des femmes et des dissidences en lutte. Et il y a un bilan extraordinaire qui a été fait, qui comporte plusieurs dizaines de pages, dans lesquelles il y a justement l'analyse de nos forces, l'analyse de nos faiblesses. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire et d'assez lucide dans le fait que ces délégués féministes réunis dans cette rencontre aient insisté sur le fait que l'intervention en direction des femmes des quartiers populaires avait été notoirement insuffisante. Pas l'intervention au sens de « on va leur porter la bonne parole et vous dire ce qu'il faut faire ». Non, l'intervention au sens de les aider à s'organiser par elles-mêmes pour qu'elles puissent prendre toute leur place dans le mouvement féministe. Et ça, je considère que c'est une des rares... Alors, j'aime pas du tout, compte tenu de mon passé politique, j'aime pas du tout le terme d'autocritique, parce qu'il signifie quelque chose d'assez amer pour moi, mais en revanche, je trouve qu'il y a une réflexivité. Voilà. Le mouvement féministe est très certainement, de ces trois mouvements que j'ai indiqués, le mouvement le plus réflexif, capable de revenir sur lui-même, de se demander mais qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, comment on aurait pu faire, et puis surtout, en vue de quoi on tire tout ce bilan. Et là, c'était extraordinaire, puisque ça se tenait fin janvier, début février, et que toute l'action, les énergies étaient projetées dans la préparation du 8 mars. Voilà. Dans la préparation du 8 mars 2023. Pour des gens, pour un mouvement qui venait de se prendre, Dieu sait que c'est quelque chose d'assez important comme poids, la défaite, parce que c'est une défaite, la défaite, et c'est une défaite politique, et pas simplement une défaite électorale, la défaite politique, donc, qui était celle du 4 septembre 2022, je trouve que c'était assez extraordinaire. Voilà, c'est pour dire, je sais que je ne pourrai jamais rendre au mouvement féministe chilien sa juste place, mais c'est une manière pour moi d'insister. Parce que je tiens à le dire, je l'ai dit, mais La mémoire du futur, c'est un titre qui ne m'appartient pas, c'est un titre que j'ai emprunté, et je l'ai indiqué, aux féministes chiliennes. Parce que c'est une expression que les féministes chiliennes ont utilisée à maintes reprises, et j'étais très troublé, parce que je savais que, par exemple, il y avait en France un ouvrage d'une autrice sur l'utopie, qui s'appelle « L'utopie ou la mémoire du futur ». Mais je me suis aperçu que ça n'avait pas grand-chose à voir, parce que La mémoire du futur, version féministe chilienne, c'était « il faut toujours se souvenir, dans la situation présente dans laquelle nous luttons et combattons, du fait que nous le faisons à partir d'un point de vue qui est celui de ce pourquoi nous combattons dans le futur proche ». Ça, c'est remarquable. La mémoire du futur, ça veut dire ça. Donc c'est vraiment une signification tout à fait différente de la signification habituelle. Et là aussi, je pense que ce devrait être une expression qui devrait être méditée davantage par la gauche occidentale, française, pas française uniquement, française en particulier, mais d'une manière générale par la gauche en Europe, voilà, en Occident de manière générale, et en Europe tout particulièrement. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour dire ça, et puis pour les Mapuches. Alors là, c'est difficile parce que ça vient des fondations de l'État chilien.
Ça vient des fondations de l'État chilien, c'est-à-dire que ça vient, bon, pour être précis, de la guerre terrible, qui fut une guerre d'extermination, qui eut lieu entre 1860 et 1883 au Chili. Et c'est une guerre qui a été engagée par un État qui venait à peine d'être fondé. L'indépendance chilienne, c'est 1810-1818. Et là, vous avez donc un jeune État avec un modèle qui est celui un peu de la République française une et indivisible. Et puis, pour l'armée, c'est plutôt prussien, le modèle. Voilà, donc c'est une conjonction assez particulière. Et ce jeune État chilien décide, en fait, il décide de liquider la question mapuche, c'est-à-dire de faire ce que les Espagnols n'ont pas pu faire au XVIe siècle. Les Espagnols sont arrêtés, le fleuve Biobío, c'était une sorte de frontière naturelle, et chaque fois qu'ils ont voulu dépasser, ils se sont pris ça a été des désastres militaires. Le peuple mapuche est un peuple de guerriers, et il a infligé des défaites sévères à l'armée espagnole, l'armée des conquistadors, qui, du coup, n'a pas progressé plus avant vers le sud. Ça leur a permis de se préserver quelques décennies et plus que ça d'indépendance. Mais en revanche, en 1860, la guerre a été entreprise avec des méthodes qui sont celles de l'armée moderne de cette époque-là. Et pour le public français, souvent je dis il faut que vous compariez ça à l'Algérie. 1830, c'est la conquête de l'Algérie par la France. C'est abominable. C'est parce que personne ne revient là-dessus, mais il faut savoir avec quel genre de méthode ça a été mené. C'est vraiment terrible. Et c'est aussi une guerre qui est une guerre contre les populations elles-mêmes. Eh bien, là, c'est imaginer une Algérie de l'intérieur qui ne serait pas séparée du reste du Chili par une mer, mais qui serait directement soudée sur la terre. Et imaginer que le comportement de l'armée française soit transposé sur cette terre chilienne. Et vous aurez une idée à peu près approchante du génocide, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, qui a été entrepris contre les Mapuches par l'armée chilienne. Voilà, il faut donc toute cette violence coloniale, ça fait partie des fondations de l'État chilien. Tout ça s'est remonté avec l'estallido, avec la révolte sociale. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert parmi les féministes, les jeunes du mouvement étudiant, etc., ou d'autres, qui ont découvert ce qui s'était passé. Il y a beaucoup de gens, il y a un copain chilien qui habite à côté de chez moi en Bourgogne qui m'a dit « Mais tu sais Pierre, dans ton livre, il y a beaucoup de choses que des citoyens chiliens ne savent pas concernant justement le rapport de l'État chilien avec les Mapuches et avec les peuples autochtones de manière générale, mais avec les Mapuches de façon très précise à cause de cette guerre de l'Araucanie. » Et tout ça est remonté à la surface. La violence coloniale sur laquelle l'État-nation chilien unitaire a été fondé, tout ça est remonté à la surface dans la conscience des acteurs de la révolte sociale de 2019. Et ça a imprégné, y compris les réflexions des gens qui ont travaillé à l'intérieur de la Convention constitutionnelle. Tout ça revient. Donc toute une mémoire, alors là, toute une mémoire du passé, mais qui prend justement son sens à la lumière de la mémoire du futur, c'est-à-dire des tâches que les gens se fixent se fixent en termes d'accomplissement prochain, dans le futur proche. Tout ça prend sens. Et là, il faut dire quand même enfin, c'est terrible. Il y a eu des assassinats ciblés, il y a eu une militarisation du Gualmapu, c'est-à-dire du territoire ancestral des Mapuches. Ça a été, c'est une politique, on pourrait énumérer comme ça tous les gouvernements qui ont pratiqué ça dans une stricte continuité les uns par rapport aux autres, jusqu'au gouvernement de Piñera, qui est le gouvernement de celui qui était le chef de l'État au moment de l'estallido, et qui a remis l'armée vraiment à partir d'un commando formé à partir des spécialistes de la guérilla en Colombie. Vous voyez que c'est une manière de criminaliser la question mapuche tout de suite. De dire, on va les traiter comme les spécialistes des forces anti-guérilla en Colombie traitent la guérilla. Voilà, c'est exactement ça, la réflexion qu'il y avait derrière. Donc tout ça a donné aussi au mouvement des Mapuches une force très grande qui s'est reflétée également dans les travaux de la Convention constituante. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, on peut le dire de tous les mouvements, le mouvement Mapuche, je préfère dire le mouvement des Mapuches que le mouvement Mapuche, parce que le mouvement des Mapuches introduit tout de suite au pluriel. Et effectivement, les Mapuches ne sont pas homogènes. Il y a des gens, je ne sais pas, moi, on prend Temuco,
Il y a une partie de l'électorat qui est extrêmement conservateur. Les gens qui votent, ils votent. Même certains ont voté à Temuco pour Caste, c'est-à-dire le pinochetiste, le nostalgique de la dictature de Pinochet. Donc il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas imaginer comme ça un mouvement mapuche homogène, s'insurgeant contre l'État de Piñera et de ceux qui l'ont précédé. Pas du tout. Hein. Les choses sont plus complexes. Mais voilà, ce sont les trois, j'étais un peu long, mais ce sont les trois mouvements sur lesquels j'insiste dans le livre, parce que, aussi curieux que ça puisse paraître, ça n'est pas le mouvement syndical, ouvrier organisé qui a donné le là. On peut le regretter, on peut le déplorer, mais ça fait peut-être aussi partie des conditions dans lesquelles ce mouvement s'est réorganisé sous les conditions de la dictature, parce que c'était assez difficile. Et donc ça a sans doute contribué, en tout cas à expliquer que ce mouvement-là n'occupe pas la première place, ni les premières places. Pendant ce temps-là, la classe politique, que fait-elle? Comment tient-elle compte de ce mouvement qui émerge de partout? Est-ce qu'elle est à la hauteur? Est-ce qu'elle est réceptive? Est-ce qu'elle a... Et je pense surtout à la classe politique de gauche, parce que celle de droite, on peut imaginer facilement qu'elle n'a aucun intérêt à accompagner ce mouvement. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, il se passe une chose qui est assez, à moitié surprenante, mais en même temps qui peut s'expliquer de par les conditions dans lesquelles cette gauche s'est formée. Hein, parce que la gauche, comme ça, là aussi, au singulier, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des partis de gauche, des formations de gauche, dont certaines sont très anciennes et d'autres très nouvelles. Les gens dont j'ai parlé, les leaders étudiants qui contribuent à la fondation de nouveaux partis, ceux-là, ils n'ont pas le même âge que Piñera. Ils sont beaucoup plus jeunes. Et puis, en général, ils viennent donc du mouvement étudiant ou d'un certain nombre de mouvements. Au début, ils ne font pas partie de ce qu'on pourrait appeler la gauche parlementaire ou institutionnelle. Mais ensuite, quand ils commencent à conquérir des positions, ils commencent à réfléchir dans un cadre qui est de plus en plus prisonnier du parlementarisme. Alors, il y a différentes organisations. Il y a le Parti communiste, mais ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau, au contraire. C'est un parti qui est très ancien dans l'histoire du mouvement ouvrier chilien. Il y a qui reprend des forces, d'ailleurs, avec l'Estallido, qui déjà avait occupé des positions de force auparavant, et qui là reprend des couleurs, au sens vraiment d'une certaine d'énergie politique retrouvée. Il y a un parti, alors c'est difficile de dire un parti parce que c'est difficile, même les analogies avec tout ce qu'on connaît en France, etc. Il y a un parti qui s'appelle le Frente Amplio, donc littéralement le front large, et qui lui est fondé à partir de... il commence les débuts, c'est 2013, mais il est véritablement fondé en 2016-2017, et c'est pour la préparation des élections présidentielles. Et il regroupe en son sein un certain nombre de composantes. Donc ce n'est pas du tout un parti homogène. Ce n'est pas un parti au sens d'un bloc avec des cadres dirigeants qui donnent le là et les troupes qui obéissent, etc. Pas du tout. Dedans, il y a des composantes très diverses, certaines qui prennent des positions assez différentes d'ailleurs. Alors, le Parti communiste, sa position a été relativement claire au début de l'Estallido. Le Frente Amplio, pas du tout. Frente Amplio, aussi curieux que ça puisse paraître, il y a beaucoup de gens qui se sont, à la direction notamment, qui se sont demandé, mais est-ce qu'on doit condamner les violences? Alors, condamner les violences, c'est condamner les violences, pas les violences des carabineros, parce que ça, tout le monde... mais condamner les violences de la part des manifestants. Alors c'est une étrange discussion parce que ça se produit à un moment donné et dans un contexte où la violence des carabineros et de l'armée, parce que ça a fait déjà beaucoup de gens blessés, voire certains morts. Et donc la principale question, c'est la question de savoir comment s'organiser face à la violence de l'État. C'est pas la question de savoir s'il faut condamner la violence des manifestants. La violence des carabineros, c'est extrême. Ce sont des gens, il ne faut jamais oublier. C'est un des principaux défis, d'ailleurs, qui a été posé à Boric dès qu'il est arrivé au pouvoir. C'est que ces gens-là ont été formés à l'école du pinochetisme. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, ils ont été habitués. Il faut rappeler quand même que jusqu'en 83,
les premières grandes protestas, les grandes journées de protestation, quelqu'un qui sortait dans la rue pour manifester avec une banderole se faisait tirer dessus tout de suite. C'est pas de sommation. Donc 82-83, ça commence à changer, mais ça n'a pas modifié pour autant la formation ou l'éducation de cette force de police. Ils ont toujours fonctionné de la même manière. On le voit dans le film de Guzman avec les scènes qui ont été répétées, etc. On le voit dans le documentaire dont je vous ai parlé au début, qui est assez bien fait de ce point de vue-là. On voit que c'est des gens qui pratiquent exactement toujours la même chose. Ils voient un attroupement, ils chargent, et puis, le cas échéant, ils n'hésitent pas. Alors, hier, dans le film, dans le documentaire, j'ai vu, en effet, une voiture de police coincer une manifestante entre elle-même et une autre voiture de police, à dessein. Mais j'ai vu des scènes beaucoup plus terribles dans d'autres villes du Chili, avec des voitures de carabineros qui poursuivaient, qui commençaient par isoler un manifestant, puis ensuite à le poursuivre jusqu'à pouvoir le bloquer contre un mur, et ensuite le tabasser, l'amener au commissariat, le torturer, etc. Donc il faut savoir ça, concernant la question de la violence des carabineros. Donc pour moi, le fait, je sais pas, fin octobre, début novembre, de s'interroger sur est-ce qu'il faut condamner la violence des manifestants, ça veut dire que dans la direction du Frente Amplio, il y a quelque chose qui ne va pas. On marche un peu sur la tête. Bon. Et effectivement, après, ils vont changer d'orientation, mais dans un premier temps, ils vont être complètement surpris. Ils vont passer énormément de temps à discuter de cette question-là, ce qui n'a strictement pas de sens. Et la question, c'était plutôt comment organiser les manifestations de telle sorte qu'elles puissent peser de plus en plus dans le sens de la revendication qui était déjà une revendication centrale, qui était la revendication d'une nouvelle constitution, et donc la revendication d'une nouvelle constituante pour élaborer cette nouvelle constitution. Et de plus en plus, c'est devenu la revendication centrale qui s'est affirmée. Le 8 novembre, quand avec Anne on était là à Santiago, c'était déjà la revendication. C'était déjà la revendication centrale. Et c'était déjà Osorno l'objet de toutes les discussions avec des collègues qui étaient professeurs de droit, d'autres qui étaient professeurs d'histoire, d'autres qui étaient professeurs de sociologie. Mais tout le monde ne discutait que de ça. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Et toutes les discussions portaient là-dessus, y compris dans ce qu'on appelle les cabildos, c'est-à-dire les assemblées de quartier, qui étaient autoconvoqués par les citoyens, qui étaient réunis à la base, et qui ne discutaient que de ça, qui avait une diversité du point de vue de la composition sociale qui était très grande, mais toutes les discussions revenaient sur ce point véritablement obsédant, qui était comment imposer une nouvelle constitution et par conséquent une constituante. Donc je dirais que du côté de la gauche, ça a été... alors, certaines choses se sont améliorées, mais petit à petit, il y a eu cette méthode, moi que j'appelle celle du concertationnisme. Alors, je ferai la distinction, donc Eduardo l'a dit, entre la concertation et le concertationnisme. La concertation, c'est la coalition tripartite qui s'installe en 1990. Donc Pinochet part en 1989, et à partir de 1990, vous avez des gouvernements qui succèdent avec des présidents qui sont élus. Grand changement. Bon, on ne peut que, bien sûr, en prendre acte et s'en féliciter. Mais ces gouvernements... Donc il y a le Parti socialiste, il y a la démocratie chrétienne et il y a le PPD, qui sont donc trois partis qui forment cette coalition. Et cette coalition est une coalition qui privilégie quasi exclusivement la méthode de l'accord au sommet entre les partis pour résoudre les problèmes politiques. Donc l'effet que ça a, c'est que ça exclut d'emblée l'intervention directe des citoyens. On leur demande, le cas échéant, d'approuver ou de condamner, ça les regarde, notamment à l'occasion des élections, mais de façon très classique, finalement, on leur demande d'être des spectateurs attentifs de ce qui se joue, comme on dit, sur la scène politique, avec la distance que ça implique, la logique de la représentation politique qui l'emporte à tous les niveaux, etc. Donc, petit à petit, ça dure de 1990 jusqu'à 2013, la concertation, avec... c'est le gouvernement de Bachelet, Michel Bachelet. Et puis ensuite, la concertation connaît son acte de décès. De 2013, on peut dire que la concertation, comme coalition tripartite, c'est fini. Mais en revanche, la méthode qui a présidé à la formation de la concertation, c'est-à-dire la méthode qui consiste à chercher d'abord et avant tout des alliances entre les partis au sommet, c'est une méthode qui va se poursuivre. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut distinguer entre le concertationnisme,
qui est la logique de cette méthode-là, poussée jusqu'au bout, au-delà même de la concertation, et d'autre part la concertation comme coalition entre trois partis. Mais voilà, un type comme Lavigne, il était à l'UDI, donc il est toujours d'ailleurs à l'UDI, je crois. Hein. L'UDI, donc c'est l'UDI, pour donner une idée, c'est le nom du parti fondé par Jaime Guzmán, qui est le spécialiste de droit constitutionnel qui a été chargé par la dictature d'élaborer la Constitution de 1980. Voilà. Donc, quelqu'un de très recommandable. Et Jaime Guzmán, voilà, c'est quelqu'un qui donc est le dirigeant, enfin jusqu'à sa mort dans un attentat, il est le dirigeant de ce parti-là. Et Lavigne fait partie de ceux qui sont dans l'UDI, mais qui en même temps se disent très séduits par les méthodes de la concertation et capables justement d'aller dans ce sens-là, etc. Et il y a une sorte, je ne sais pas comment dire, il y a une sorte de chantage qui se trouve intériorisé. Et il faut être là-bas pour comprendre ce que ça veut dire. L'intériorisation du chantage. Le chantage, c'est le chantage imposé par les militaires. Le chantage imposé en 90, vous avez un pacte avec les forces armées, entre les organisations politiques civiles et les forces armées. Le pacte, c'est on vous laisse faire tout ce que vous voulez, les élections, etc., etc., mais vous ne touchez pas à la Constitution de 1980. Bon, pas d'alliance avec les communistes, ça va de soi, mais vous ne touchez pas à la Constitution de 1980. Si vous touchez à la Constitution de 1980, ça sera pris comme une offense dirigée contre les forces armées, avec les réactions que l'on peut prévoir. Et il faut imaginer que ce langage-là, qui a été tenu pendant des décennies, ça a abouti, dans l'esprit de très nombreux Chiliens, on comprend pourquoi, à faire intérioriser la menace d'un coup d'État militaire. Si on fait ça, on ira peut-être trop loin. Et à ce moment-là, les forces armées interviendront. Donc, pour éviter l'intervention des forces armées, on fait quelque chose qui est plutôt au rabais. Par exemple, je donne un exemple pour que tout le monde comprenne. Il y a une revendication, bien sûr, qui est une revendication de justice élémentaire, qui est que les coupables de crimes contre l'humanité et de crimes contre les gens qui ont été emprisonnés, torturés, qui ensuite sont mystérieusement disparus, que les auteurs de ces crimes soient poursuivis. Il y a une loi d'amnistie, les militaires font bien les choses, qui a été votée en 1978 et qui prévoit l'auto-amnistie pour l'armée. C'est pratique, très pratique. Eh bien, ce qui s'est passé en 90, quand il y a eu justement la relève avec le gouvernement démocratique de Aylwin et puis les autres qui ont suivi, c'est qu'on a mis en place une commission de réconciliation, mais, comme disait Aylwin en présentant les travaux de la commission, c'était réconcilier la vérité et la justice dans la mesure du possible. C'est une formule qu'on retient très souvent. Les Chiliens ne sont pas prêts d'oublier cette formule-là. La justice dans la mesure du possible. Vous vous rendez compte ? Vous avez des gens, des militaires qui s'auto-amnistient, et vous avez un gouvernement civil qui prend la succession des gouvernements de la junte militaire et qui commence par dire oui, d'accord, mais comme il faut réconcilier tous les Chiliens, eh ben, c'est la justice, mais dans la mesure du possible. Parce que ça veut dire que la justice est subordonnée à la réconciliation. Ça, c'est très important. Et la gauche, d'un certain point de vue, n'a pas rompu. Donc le problème de la gauche au Chili, c'est que les partis de l'ancienne gauche comme les partis de la nouvelle gauche, disons les partis qui se sont formés en 2013, ce sont des partis qui n'ont pas rompu avec l'héritage de la dictature. Et l'héritage de la dictature, ça s'est concentré dans la Constitution de 1980. Toujours à propos des constitutions, il y a cet accord qui est signé à la fin de l'estallido social, qui s'appelle, comme tu disais, Accord pour la Paz, et qui prévoit d'ouvrir une période constituante qui prévoit de mettre finalement quand même la main à la Constitution de 1980. Le peuple est consulté dans ce qu'on appelle un plébiscito de entrada. Est-ce que vous êtes d'accord pour changer la Constitution? Le peuple répond oui à 79%. On leur demande en même temps, est-ce que vous voulez que cette Constitution soit définie par un organisme élu par le peuple ou par un organisme mixte, moitié élu par le peuple et moitié désigné par le Parlement, mettons?
le peuple dit à peu près le même pourcentage, une assemblée élue par le peuple. Cette assemblée se forme, c'est la Convention constitutionnelle, avec 154 membres qui commencent à discuter pendant un an d'une constitution. Et cette constitution, elle est rejetée. Elle est rejetée par un score pas équivalent au 79, mais quand même pas mal. 68%. 62 60, on va dire 60 et quelques. % des voix. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment doit-on interpréter, d'après toi, cette sorte de contradiction à laquelle suivra plus tard, lorsque un nouveau processus qui est actuellement en cours de définition de la Constitution se dessine, ça va se compléter encore par le fait que lorsqu'on élit non pas 154 mais 50 personnes chargées de définir la Constitution, l'extrême droite, qui est contre les changements de la Constitution, qui n'a jamais voulu de changements de la Constitution, gagne, reste majoritaire et reste en charge de rédiger cette nouvelle Constitution dont de toute façon elle n'en veut pas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce pays? Est un pays schizophrène, est un pays pendulaire, est un pays qui nous a rendus fous. Quelle est ton interprétation de ces va-et-vient vertigineux? Tu me demandes de comprendre finalement ton propre pays, mieux que tu ne le comprends toi-même. Un regard extérieur est parfois utile. Tu l'as dit. J'aime bien la manière de J'aime bien la manière de présenter. Oui, c'est parfois utile. Oui. Bon, le mien, en effet, est extérieur, mais j'ai suivi... de moins en moins extérieur. De moins en moins. Mais j'ai quand même suivi d'assez près ce qui s'est passé. Alors, le processus constituant... le processus constituant digne de ce nom, hein, parce que j'aurais du mal à considérer le processus constituant qui a été ouvert par l'accord du 12 décembre comme un authentique processus constituant. Pour moi, le véritable processus constituant, c'est celui qui s'est ouvert. Quand il y a eu les élections, effectivement, ce que tu dis, le plébiscite d'entrée, ce qu'on appelle le plébiscite d'entrée, le 25 octobre 2020, là, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, en effet. Et puis, la convention constituante qui s'est mise en place à partir du 4 juillet 2021, avec le discours extraordinaire de Elissa Loncon, qui est un discours magnifique, extraordinaire. Je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi beau, qui faisait référence à toute l'histoire, justement, passée du Chili, à toute l'histoire coloniale, notamment. Et puis, donc, le processus en cours aujourd'hui, processus en cours pour faire tout de suite. Je me suis énervé dans une présentation du film de Patricio Guzmán parce qu'il y avait un copain, hein, par ailleurs, Laurent Jean-Pierre, qui commence à dire oui, et concernant l'Assemblée constituante actuelle. J'ai dit attends. Il n'y a pas d'Assemblée constituante actuelle. Il y a un Conseil constitutionnel, ce qui n'a rien à voir avec une Assemblée constituante. Une Assemblée constituante, ça suppose que les membres de l'Assemblée constituante soient élus directement au suffrage universel par les citoyens. Est-ce que c'est le cas du Conseil constitutionnel? Non. C'est un conseil de 55 ou 50 membres, peu importe en l'occurrence, tu l'as dit, très bien rappelé. Et c'est un conseil, mais ça n'a rien à voir avec une assemblée constituante. C'est un conseil qui a été élu sur la base de listes composées exclusivement par les partis. Ça n'a rien à voir, ça ne peut pas se mesurer. Enfin, on ne peut même pas dire c'est moins bien, c'est pire. Non, ça ne peut pas se mesurer, tout simplement. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Et c'est surtout pas... Alors là, déjà, je me souviens de la bataille qu'il y a eu sur le mot Assemblée constituante, parce que, en fait, les partis de l'accord du 15 décembre 2019, c'était un accord entre les partis. Piñera s'est effacé et a dit aux partis, entendez-vous, bien sûr, pour trouver une solution pour le Chili. Et déjà, on imposait l'expression de convention constitutionnelle. Personne, en particulier à droite, ne voulait entendre parler d'Assemblée constituante. Parce qu'Assemblée constituante, symboliquement, c'est très fort. On en sait quelque chose. L'histoire de la France est émaillée depuis la Révolution française de noms de ce type-là. Donc symboliquement, c'est très fort. Ça veut dire que ça délégitime radicalement tout ce qu'il y a eu avant, en particulier la Constitution de 1980, qui a été promulguée sous la junte militaire. Donc voilà,
Voilà pourquoi tout le monde dit, pudiquement, hein, convention constitutionnelle. Bon, mais en fait, tout le monde, et les gens d'ailleurs ont bien réagi en disant, bon, mais de toute façon, ils peuvent appeler ça comme ils veulent. Pour nous, ce sera une assemblée constituante. Et de fait, la manière dont ça a été proclamé dès l'ouverture, hein, le 4 juillet 2021, c'est une assemblée constituante qui s'est mise en place, avec des limitations, bon, on y reviendra, mais c'est une assemblée constituante. Le Conseil constitutionnel, c'est tout à fait autre chose. Alors, le malheur a voulu que, mais bon, on aura l'occasion peut-être d'y revenir dans la discussion. Moi, je trouvais que c'était très mal engagé. Je trouvais que l'accord pour la paix du 12 décembre était un accord pourri. Je pense toujours que c'est un accord pourri. Je pense toujours que les partis de gauche n'auraient jamais dû le signer. Je pense qu'en le signant, ils se sont pliés à des conditions qui leur ont été dictées par la droite. Et ils ont pensé pouvoir justement isoler la droite extrême, parce que Caste a dit, après le 12 décembre, mais nous, on ne se sent pas engagés par ces clauses-là, parce que justement, on a refusé de signer. Ah, mais quels sont ceux qui ont remporté les élections au Conseil constitutionnel le 7 mai? Ce sont les gens qui ont refusé de signer. C'est l'extrême droite. Donc c'est incroyable. La maladresse. On fait un accord en faisant plein de concessions, en supposant que ça va permettre de scinder la droite respectable de l'extrême droite. Résultat, c'est l'extrême droite qui gagne, qui, elle, n'a pas signé, et qui entraîne certains des partis de droite qui ont signé. Par exemple, Chile Vamos, qui est un des partis qui a signé l'accord, se trouve entraîné de plus en plus, d'ailleurs, dans la spirale montante du pinochettisme radical, par précisément les Républicains, le parti des Républicains, c'est-à-dire le parti de Caste. Voilà. Et d'un autre monsieur peu recommandable qui s'appelle Luis Vidal, qui est un représentant, bon tu expliqueras ça mieux que moi, mais de l'Opus Dei, et qui est là, mandaté, qui n'est même pas libre de ses votes, qui doit voter de ce que l'Opus Dei lui dit de voter, etc. Bon. Donc voilà, c'est pour dire que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors autant on peut effectivement être critique sur certains aspects du travail de la Convention constitutionnelle ou de l'Assemblée constituante, notamment, je reprends ce que les féministes disent et ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment concernant la façon de travailler de l'Assemblée constituante pendant toute la période où elle a siégé. Je rappelle qu'elle n'a eu qu'un an. Hein. Et au cas où vous ne le sauriez pas, il y a eu 3 mois consacrés à l'élaboration des règles du fonctionnement interne avant qu'on passe au contenu des propositions à mettre dans la nouvelle Constitution. Donc ça fait perdre beaucoup de temps. Et je trouve que la condition temporelle était une condition très contraignante qui était parfaitement injuste. Parfaitement injuste. Mais voilà, ça fait partie, c'est pas ce qui explique le rechazo, bien sûr, mais très certainement cette espèce d'empressement à vouloir boucler à tout prix des formulations avec un langage juridique qui, il est vrai, était souvent assez abstrait. Tout ça n'a pas contribué à rendre le travail de l'Assemblée constituante très, comment dirais-je, très communicable, voilà, pour le dire. Mais je pense qu'il y a autre chose. Je pense qu'il y a autre chose. Il y a eu des explications juste après, et je comprends tout à fait, qui ont tendu à réduire ça à une défaite électorale qui n'était pas une défaite politique. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une défaite politique. Et il faut le regarder en face, sinon ça ne sert à rien. C'était une défaite politique parce que la constituante a proposé une constitution d'avant-garde. Et la constitution d'avant-garde, je peux vous dire que, bon, avec Anne, on se disait, si c'est voté, on va vivre au Chili, parce que c'était une constitution extraordinaire, mais bon, avec la reconnaissance formelle du droit à l'avortement. Alors, au moment où il y a les États-Unis qui montrent l'exemple inverse, si je puis dire, donc l'inscription du droit à l'avortement, l'idée que le féminisme, c'est pas la parité comme ça, 50-50, non. Le féminisme, le vrai féminisme de l'égalité substantielle, comme disaient les féministes chiliennes, c'est 50% au moins pour les femmes. Mais si c'est 60, si c'est 70, 80, bah pourquoi pas? À ce moment-là, il n'y a pas de limite par en haut. Il y a une limite par en bas. Hein, il y a un plancher, mais pas de plafond. Bah ça, c'est extraordinaire. Ça aurait été la première constitution du monde. Alors là, l'appel d'air extraordinaire que ça aurait pu constituer. Bon, ça fait partie des avancées les plus grandes. La plurinationalité, même chose.
Le fait de dire les Mapuches et les autres peuples autochtones sont des peuples et des nations à l'intérieur du peuple chilien. C'est précisé. La plurinationalité, ça a certainement aussi compté dans ce caractère avant-gardiste. Et donc, ça a nourri un rejet de la part de certaines couches de la population, et non des moindres. Et puis, il y a dans les avancées aussi l'idée que... Alors ça, pour moi, c'est de l'ordre... Quand j'ai lu ça, je peinais, je me disais, mais c'est pas possible qu'ils aient dit ça comme ça. L'État est recaractérisé comme État de droit social et démocratique. Alors, ça peut sembler être très minimaliste comme formulation, mais le contenu, c'est quoi? Le contenu, c'est qu'un tel État social n'a que des devoirs à l'égard de ses citoyens. Pas un seul droit en tant que pouvoir d'État. Le rêve, c'est vraiment... Alors là, pour moi, je me suis dit, mais j'ai relu, j'ai lu, et puis je me suis aperçu qu'à chaque fois, dans les articles du projet de constitution, il y avait « l'État doit ». Voilà. À chaque fois, c'était « el Estado debe ». C'était vraiment l'expression qui revenait le plus souvent. Et je me suis dit que ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que c'était une remise en cause directe de la souveraineté de l'État. Alors avec Christian, on avait écrit un gros livre de 750 pages. Bon, ça n'a pas du tout la même efficacité ou la même portée, mais c'était pour dire ça. C'était pour opposer l'État des services publics à la souveraineté de l'État. Or, ce que faisaient les constitutionnalistes chiliens, c'est qu'ils écrivaient ça noir sur blanc, comme projet précisément d'une nouvelle constitution pour le Chili. Alors, ça a fait peur au peuple. Ça a fait peur, oui, dans la mesure où il y a quelque chose comme... au moins, si on compte à partir de 1980, oui, il y a quelque chose comme plus de 40 ans. Alors, constitution avant-gardiste, oui, c'est pour ça que j'ai repris ce terme-là. Il y a quelque chose comme plus de 40 ans de néolibéralisme. Et il faut imaginer ce que c'est. C'est pas le néolibéralisme tel qu'il s'est implanté en Europe, même pas Thatcher. Thatcher, ça, c'est des choses qu'il faut savoir, mais quelqu'un comme Hayek, qui a inspiré le projet de constitution du Chili, c'est quelqu'un qui a écrit une lettre en août 1979 à Thatcher. Elle est chef du Parti conservateur, elle n'est pas encore première ministre. Il lui dit, prenez exemple sur le Chili. 1979, de ce point de vue-là, les contacts, ça va assez vite, ça se répand très très vite. Elle dit, mais je ne peux pas. Mais sous-entendu, bon, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que le Royaume-Uni est une démocratie. Elle dit ça comme ça, noir sur blanc. Elle répond ça, vous vous rendez compte? Elle répond ça. Donc les formes sont tout à fait différentes. Et le contenu aussi, en tout cas ce que les Chiliens ont eu à subir, c'est assez différent. Ce n'est pas non plus les réformes de Giscard d'Estaing. Bon, c'est pas ça. C'est quelque chose de terrible, avec des secteurs entiers de la société qui sont privatisés, avec la privatisation des retraites, avec la privatisation des services publics de santé. C'est précisément pour ça que l'antithèse entre services publics et souveraineté de l'État est une antithèse qui est très forte pour moi et qui fait sens. Voilà. Donc effectivement, il y a tout ça dans cette Constitution. Et il y a une chose qui pour moi est vraiment très importante, qui est le statut de l'eau. Parce que vous avez une déclaration qui est faite très vite dans les premiers articles, qui est la déclaration sur laquelle il y a la nature a des droits. Voilà. Et quelques dizaines d'articles plus tard, dans le texte de la Constitution, vous avez l'idée qu'il y a des biens communs naturels. Et dans les biens communs naturels, il y a l'eau. Et vous avez ce qui a été adopté, cette idée que l'eau est un bien commun naturel qui n'est en aucune manière susceptible d'appropriation, ni par le privé, ni par l'État. Bon, ça, pour moi, c'est fantastique. Donc, vous voyez, il y a des avancées très spectaculaires, mais qui se sont en même temps heurtées à ce que j'appellerais une subjectivation néolibérale, c'est-à-dire une manière de façonner de l'intérieur les sujets. Et ça, quand vous raisonnez à l'échelle de 40 ou 50 ans, c'est énorme. C'est énorme. Il faut aller à je ne sais plus comment ça s'appelle, la grande tour de 330 mètres, la Costanera. Il faut aller en haut là, pour s'apercevoir, parce qu'on contemple Santiago et on voit comme ça, avec des magasins. C'est le temple de la marchandise, cette espèce de tour comme ça. Mais en même temps, on voit, si on regarde vers la droite,
il y a plein de poblaciones, c'est-à-dire de bidonvilles, pour dire les choses. Voilà. Et puis, il y a de l'autre côté le Santiago aisé. Bon, et c'est ça. Et c'est tragique parce que cette subjectivation néolibérale a nourri un attachement à la propriété privée de la part, y compris, de ceux qui n'avaient quasiment rien. Ça, c'est des leçons qui doivent être méditées. C'est quelque chose d'assez bouleversant parfois. J'ai un copain qui a interviewé quelqu'un, il a demandé à quelqu'un qui gardait un parking. Donc, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit, j'ai voté rechazo. Alors il a dit, mais pourquoi? Il dit, parce que j'ai très peu de choses. Ma maison, mon jardin, et si la constituante l'avait emporté, à ce moment-là, on m'aurait tout enlevé. Mais alors, on peut dire toujours c'est irrationnel parce qu'il suffit de regarder le texte pour s'apercevoir que ce n'est pas vrai. Ok, mais les gens ne réagissent pas comme ça. Quand vous avez 40 ans où les sujets sont façonnés dans leur intériorité, ils sont façonnés par cette rationalité néolibérale où on vous apprend à compter jour après jour en termes de dette, en termes d'endettement, et en même temps en termes de salut par la dette. On vous fait miroiter l'espoir que vous sortirez de l'endettement par la dette. C'est la spirale infernale, on connaît. Mais au Chili, ça a pris une importance très grande. Donc imaginez ça, imaginez cet attachement à la propriété privée. Vous aurez, alors ça et la plurinationalité, ben oui, vous comprenez que ça soit heurté à ça, que c'est ça l'explication, que c'est pas uniquement, il faut se mettre à la place de celui effectivement qui est gardien d'un parking, qui a très peu et qui se dit on va tout m'enlever, et on lui dit mais regardez, etc. Mais c'est pas une question de lecture pour lui. Il a vécu pendant 40 ans, 50 ans, voire plus dans cette société-là, et puis du jour au lendemain, il faut se rendre compte de ce que signifie l'introduction du vote obligatoire. Parce que ça, c'est quand même, voilà, c'est quelque chose de très important. Il faut imaginer que le Chili a une tradition de vote volontaire, de vote libre, et que les députés les députés du Congrès, se mettent d'accord. Ils se mettent d'accord en juin 2021. Vous vous rendez compte? La constituante commence à siéger le 4 juillet. Et en juin 2021, vous avez les députés qui se mettent d'accord pour introduire cette espèce de clause du vote obligatoire. Mais qu'est-ce que ça a pour effet sur des gens qui ont été éduqués par 40 ans de subjectivation néolibérale et qui sont là, au bord de la décision, le 4 septembre, et qui hésitent, mais qui en même temps se disent oui, on fait retomber sur les épaules de gens qui s'abstenaient, on fait retomber sur les épaules de gens qui s'abstenaient le fardeau subjectif insupportable d'avoir à décider du destin de la nation en une seconde. Il faut comprendre ça. Ça, c'est énorme. Bon. Et ça joue de manière, à mon avis, très très directe dans ce qui se passe dans le comportement de chaque citoyen au moment décisif, c'est-à-dire au moment du vote. Voilà. Alors la propagande, on connaît Bolsonaro, on connaît... Bon, mais toute l'Amérique latine, c'est quasiment ça. Regardez ce qui se passe avec Petro en Colombie, avec la propagande terrifiante, orchestrée en particulier par certains juges, toutes les méthodes que l'on connaît, qui ont été expérimentées au Brésil, qui sont exportées immédiatement. Alors ça, de ce point de vue-là, ils ne connaissent pas les frontières, et ça traverse très très vite les frontières en Amérique latine. Mais vous avez tout à fait raison, la campagne, les monopoles, il y a un monopole des grands groupes de médias au Chili qui est terrible. Voilà. Et ça, de ce point de vue-là, la campagne du rechazo a commencé dès le 4 juillet. La convention constitutionnelle se réunissait à peine que la campagne du rechazo avait commencé. Donc elle n'a pas commencé à la fin. Elle n'a pas commencé, c'est des blagues. Des gens qui vous disent, oui, sereinement, à la fin du mois d'août, etc. Ou quand, en juillet, puisque c'est le 4 juillet que le texte a été déposé, tout le monde a attendu un mois pour engager la campagne. Non, pas du tout. Ça a été une campagne terrible, avec des insultes, avec des expressions qui étaient, des expressions qui étaient des expressions de bandits. Bon, moi, j'hésite pas à dire le nom qui me vient à l'esprit tout de suite, parce que c'était comme ça, c'était une organisation de bandits. Voilà. Et donc, ça a été terrible. Ça a été terrible tout de suite. Bon, avec un rouleau compresseur, mais inimaginable. Et il n'y a pas que le Mercurio, puisqu'on discutait Bon, il y a d'autres groupes de presse, il y a d'autres organes de presse. On pourra y revenir, mais ça a joué un rôle tout à fait considérable.
Avant de continuer et de rendre notamment la parole au peuple, parce que sinon on va pécher du même. El pueblo callado siempre estará enojado. Alors, je voulais juste dire que à la fin de cette rencontre, on va avoir une rencontre musicale tout à fait originale et qui va bien vous surprendre, j'en suis sûr. Ensuite, je voudrais dire que notre ami du monde diplomatique a voulu lire un texte, donc je lui donne la parole et même un micro. Merci, Edouard. Oui, c'est le numéro de ce mois-ci, là, de septembre 2023 du Monde diplomatique. Alors, au passage, oui, je signale l'affiche qui est là est une affiche qui a été éditée par l'édition chilienne du Monde diplomatique, puisque le Monde diplomatique est le journal français le plus traduit dans le monde. Il existe des éditions dans beaucoup de pays d'Amérique latine, en Argentine, au Chili, en Uruguay, en Colombie, en Bolivie, enfin, dans un certain nombre de pays, et puis dans bien d'autres pays européens et autres. Donc, il est traduit dans tous ces pays. Voilà. Et cette affiche a donc été éditée par l'édition chilienne, dont le responsable est Victor de la Fuente, voilà, et qui en a amené un certain paquet à Paris. Et voilà, donc vous en bénéficiez. Je l'ai récupéré ce week-end pour une réunion et pour l'afficher ici. Voilà. Et donc dans ce numéro de septembre, j'ai trouvé cet article que je trouve aujourd'hui 11 septembre en plus, encore une fois, très important à citer, parce que c'est Régis Debray qui l'a. C'est pas parce que j'ai écrit, enfin c'est Régis Debray qui l'a écrit, mais surtout parce que il est très émouvant et très intéressant, parce qu'il s'intitule Leçons au pluriel, parce qu'il y a des leçons à retenir de cette affaire du 11 septembre et de l'Union populaire chilienne. Il avait vécu un épicurien. Il s'est donné la mort à un stoïcien. Le canon de l'arme retournait contre sa bouche. Le bon vivant, Allende, ce 11 septembre 1973, eut une fin à la romaine. Cela n'était pas prévu, qu'il partirait pour la légende et resterait dans les mémoires. Il y avait deux hommes en lui, et du dehors, on n'avait vu jusqu'alors le sous-signer comme les autres que le premier. Un rat de soc, de bonne humeur, confiant dans la muñeca. Alors la muñeca, pour précision, la muñeca, c'est le terme qui signifie poupée ou marionnette en espagnol, mais ses compatriotes évoquaient la muñeca d'Allende pour désigner sa capacité à rechercher et à trouver le consensus au sein de la gauche chilienne. Donc, confiant dans la muñeca, aimant le pisco, la bonne chair, les blagues et les jolies femmes. Car Allende avait de l'humour, chose rare à gauche, où l'esprit de sérieux et de tradition et ne posait pas au héros qu'il deviendrait un jour. Il n'avait ni barbe ni béret, el compañero presidente. De grosses lunettes d'écaille, une petite moustache débonnaire, la voix goguenarde et chaleureuse, de bonne humeur, fraternelle, et même franc-maçon, comme Pinochet du reste. Tout, dirais-je, pour éloigner les ombres fatidiques et tromper son monde. Sortant de prison en Bolivie des semaines durant, j'ai été son invité, celui de Neruda aussi, dans sa maison d'Isla Negro. Et me repens encore du petit ton prétentieux de donneur de leçons marxistes-léninistes qui fut le mien en conversant avec le président du Chili devant la caméra de Litin. Lui, le réformiste, moi, le révolutionnaire. Un cliché, un jeu de rôle, la boursouflure de l'époque. Ma seule excuse, près de 4 années d'isolement en cellule, de quoi se monter le bourrichon et rêver bêtement de châteaux en Espagne. Le Chili d'alors, il est vrai, euphorique et balnéaire, mais le Pacifique est très froid, cachait bien son jeu. Pas punitive et puritaine pour un sou, l'unité populaire, optimiste, pas faite pour la haine ni la hargne, passion noire et visqueuse, et lointain était le suicide du président Balmaceda au siècle précédent. Le martèlement des casseroles dans les beaux quartiers ne faisait pas oublier les huîtres, de merveilleux oursins et un blanc savoureux. Plus d'aimables créatures, un congrès très actif, des militaires civilisés. On disait un parfum d'Europe au bout du monde, une Angleterre en Amérique du Sud.
on oubliait celle du Nord, qui en silence préparait et finançait la guerre. 10 millions de dollars pour commencer en fonds spéciaux. Blocus, financement, sabotage et quand nécessaire assassinat. Camionneurs, mines de cuivre, la Maison-Blanche et la CIA ne chômaient pas. Mais c'est après qu'on l'apprendra. La presse a parfois du retard, les militants aussi. Au pays de la bonhomie et des compromis de dernière minute, il n'était pas bien de penser à mal. La férocité n'était pas au programme. Allende, qui se laissait tutoyer sans rancune, me montrait souvent en souriant sur son bureau une photo dédicacée du Che. À Salvador Allende, qui va au même endroit par d'autres chemins. On peut penser légitimement que notre chemin mène à un autre endroit, mais cela semblait une aimable et très irréaliste métaphore. La démocratie est un exercice de modestie, disait Camus. Elle s'apprend avec l'âge et on peut abréger les délais. Je ne nierai pas que le Chili, où je suis souvent revenu jusqu'au coup d'État, attendu mais sous des formes plus ou moins gentilles, a précipité l'apprentissage d'un petit Français trop sûr de lui. L'immolation d'un grand monsieur qui n'avait ni l'air ni la prétention, avec dans la foulée tant de camarades assassinés, nous rappelle que le tragique peut encore en Occident, et sous des masques paisibles, nous sauter à la figure. Une leçon à garder dans un coin de sa tête, même quand, c'est mon cas, la tête s'est désintéressée du jeu politique. Pourvu que le cœur se souvienne que ce n'est pas toujours, ni partout, un petit jeu anodin, Compañero Allende ne disparaît pas. On te doit tellement dans l'Europe oublieuse, comme ailleurs, un peu partout, s'en souvenir 50 ans après n'est jamais de trop. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a parmi vous qui voudrait poser des questions? J'ai suivi attentivement votre discours, mais à mon avis, il y avait quelque chose de très important qui a manqué parce qu'on a oublié de dire que Allende, même en se déclarant marxiste-léniniste, il a été élu par voie populaire, ce qui est un fait qu'on n'avait jamais vu auparavant, d'une part. Et d'autre part, on oublie aussi de dire que nous avons été sous emprise des États-Unis un peu avant, pendant et après. Et j'aimerais comme question savoir quelle est la relation de Boris aujourd'hui, quelle est la marge de manœuvre qu'il a, ce monsieur, par rapport à l'emprise des États-Unis dans mon pays. Voilà ma question. Bon, je crois qu'évidemment, ces jours-ci, d'ailleurs, on voit confirmer la publication des documents qui ne font que souligner encore une fois ce qu'on savait déjà par rapport à la décision des États-Unis d'abord d'empêcher l'arrivée d'Allende au pouvoir, et une fois qu'il est quand même parvenu à être élu, à les faire tomber, à faire échouer ces gouvernements le plus rapidement possible. Je crois qu'aujourd'hui, les choses sont différentes, mais ça se passe autrement. C'est-à-dire l'influence des États-Unis, aujourd'hui, elle commence dans cette société affairiste qui est la nôtre, ça commence par les business, ça commence par la participation de l'économie nord-américaine dans notre économie, et ça commence aussi, et ça continue à être dans l'influence, dans les médias, dans la télévision, et dans les rapports que les hommes politiques, surtout les hommes politiques de droite, gardent avec les États-Unis. Et il faut dire que les rapports des Chiliens avec les États-Unis, ou tout au moins de la droite chilienne avec les États-Unis, sont souvent plutôt avec Trump et compagnie qu'avec Biden. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu une demande
des militants américains et des militants chiliens de déclassifier certaines archives qui sont encore classifiées et que seul Biden peut déclassifier, parce que je pense qu'il y a là des évidences de que certaines personnes, non seulement de la droite, mais aussi de la démocratie chrétienne, ont eu et gardent encore des contacts et des connivences avec les États-Unis. Pierre? Oui, c'est pour dire que vous avez bien sûr raison, mais ça n'était pas exactement l'objet de mon intervention. C'est-à-dire que c'était plutôt pour présenter l'estallido social et pour dire ce qui s'était passé. Et donc la relation entre ce mouvement-là et les effets différés du golpe. Parce que finalement, c'est ça l'histoire du Chili pendant quelque chose comme un demi-siècle. Il y a eu donc le coup d'État lui-même, qui dans sa réalité terrible, avec son lot d'assassinats, de disparus, avec la dissolution du Congrès, avec la suspension des droits constitutionnels, etc. Et puis il y a eu ensuite ce qui s'est passé et qui a continué à peser et qui continue à peser. Parce que par exemple à Santiago, l'intervention que je suis amené à faire au colloque de Santiago du 26 et 27 septembre, c'est ce que le coup d'État fait à la démocratie. Et ce n'est pas ce que le coup d'État a fait à la démocratie. C'est ce que le coup d'État continue de faire à la démocratie. Et ça, de ce point de vue-là, vous avez tout à fait raison. Donc il y a cette responsabilité très très lourde. Il faut dire quand même que ça a été co-organisé. C'est un coup d'État qui a été minutieusement préparé avec la CIA, avec les États-Unis, etc. Ça, c'est évident. Est-ce que maintenant, ça prend exactement les mêmes formes ? Je pense que ça n'est plus tout à fait le cas, pour une raison très simple, c'est que souvent, il y a eu dans l'histoire récente de l'Amérique latine ce qu'on a appelé des coups d'État institutionnels, qui ne sont pas des coups d'État du même type que le coup d'État du 11 septembre 1973. Mais par exemple, le coup d'État contre Dilma Rousseff, qui était représentante du Parti des travailleurs au Brésil, c'est un coup d'État qu'on a appelé, à juste titre d'ailleurs, institutionnel. Et je me souviens très bien que j'ai observé en 2016, je crois que c'était quand il y a eu le vote des députés du Congrès, la tête pleine de haine et les yeux injectés de haine d'un type qui s'appelait Bolsonaro, qui n'était pas très très connu à l'époque et qui a été un des premiers à dire « je vote pour » la destitution de Dilma Rousseff. Donc ça a pris des voies qui sont un petit peu différentes avec l'instrumentalisation du droit. Vous savez ce qu'on appelle parfois, on se demandait, moi la première fois que j'ai entendu ce terme-là, je me demandais ce que ça voulait dire, le lawfare, c'est-à-dire la guerre du droit. Donc le droit est instrumentalisé précisément pour mettre hors d'état de nuire, sans avoir besoin de la violence sanguinaire d'un coup d'État traditionnel, et on met hors d'état de nuire comme ça un certain nombre de gouvernements de gauche, on les fait glisser tout doucement, ça, dans la voie de la sortie, sur le plan légal, sans pour autant faire couler de sang. On n'a pas besoin, parce que la droite peut se le permettre. Les choses prennent des formes différentes d'un pays à l'autre. Je prends un exemple, je reviens après au Chili, mais je prends un exemple comme ça, qui est celui de l'Argentine. J'espère que beaucoup d'entre vous sont inquiets par ce qui est en train de se passer en Argentine à l'occasion de la préparation des prochaines présidentielles. Puisque vous avez un fou furieux qui s'appelle Javier Milei, qui est un type qui se dit anarcho-capitaliste. En fait, il est capitaliste surtout, pas tellement anarchiste, parce qu'il tient à l'État, il tient beaucoup à l'État, beaucoup, même s'il veut réduire les missions de l'État à très peu de choses, notamment la destruction de tous les services publics. Mais c'est quelqu'un... Alors, il y a quelque chose de particulier qui est assez différent, par exemple, de Piñera ou des gens de la droite conservatrice classique au Chili ou ailleurs, c'est que c'est un type qui préconise la dollarisation intégrale de l'économie argentine. Vous vous rendez compte ? À une certaine époque, il y avait des gens qui disaient, bon, on va... Des conservateurs qui disaient, on s'adapte bien sûr aux États-Unis, mais on préserve, on fait semblant de présenter, en tout cas de préserver une certaine marge d'autonomie. Bon. Là, lui, il avance, mais complètement à découvert, en disant, en se revendiquant de ça. Il n'est pas le seul, mais... Le président du Salvador, Bukele, c'est quelqu'un qui ne jure que par le Bitcoin. Bon, donc vous avez quelque chose, vous avez une forme de néolibéralisme qui monte dans certains pays d'Amérique latine. Alors je ne sais pas, caste, ça ne me semble pas tout à fait être ça. Bon, je crois que ça n'est pas ça, mais vous avez une certaine forme de néolibéralisme qui monte et qui prend
comment dirais-je, qui est amené à oser le défi de situer sur le terrain du centre. Vous savez, on disait la périphérie, le centre. Le centre, c'est les États-Unis et l'Europe occidentale, principalement les États-Unis, évidemment. Et là, vous avez des gens de la droite, enfin c'est une droite extrême quand même, qui sont amenés à revendiquer un mimétisme ouvert à l'égard du centre. C'est-à-dire que c'est pas on va adapter ce que font les États-Unis aux conditions de notre pays. Non, non, c'est on va mimer complètement l'économie américaine parce que ça fait son succès, c'est le dollar, donc on va faire du dollar la monnaie nationale. C'est quand même terrifiant d'entendre un discours de ce type-là en Argentine aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le cas au Chili, mais vous avez raison de poser la question des marges de manœuvre. C'est pas parce que c'est pas le coup d'État militaire dans l'ancienne forme qu'il y a des marges de manœuvre qui sont très grandes. Il y a en particulier un document que Eduardo m'a fait connaître sur l'économie verte. Vous savez, des prospectus au Chili qui vantent les promesses de l'économie verte. Bon. Alors, bon, au début, quand je lis ça, je fais très attention. Je regarde après le contenu du document. Et le contenu du document, c'est pour vanter, évidemment, deux ressources. Deux ressources, vous avez deviné, c'est le lithium et le cuivre. Et alors, le lithium et le cuivre, on est habitué, parce qu'on sait depuis Allende, même avant, que le cuivre est une ressource extraordinaire pour l'économie chilienne. Mais le lithium, parce que le lithium, justement, c'est l'avenir, entre guillemets. Donc il y a des gisements de lithium qui sont situés plutôt au nord du Chili, qui sont très importants, très prometteurs. Et donc toute la question, et c'est terrible de voir ça, parce que le gouvernement Boric est très embêté, un peu coincé, dans la mesure où il fait jouer la concurrence entre les entreprises nord-américaines et les entreprises chinoises. Mais c'est terrible. En se demandant, mais lequel va payer le mieux, avec une inconscience des dangers politiques que ça représente. Et c'est pas parce que les Chinois répugnent à reprendre les méthodes de Poutine que pour autant ils vont accorder de façon tout à fait désintéressée leur aide financière. Non, pas du tout. Ils vont implanter leurs entreprises avec la puissance économique qui est la leur, et ils vont bien sûr demander en échange un certain nombre de compensations, sur le plan financier notamment. Donc tout ça se fera au détriment de l'économie chilienne et au détriment du peuple chilien, qui ne verra jamais la moindre manne dans ses mains, en tout cas en termes d'augmentation du pouvoir d'achat, d'augmentation de la qualité des services publics, etc. Tout ça ne sera absolument pas en cause. Et donc la difficulté, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a une façon pour le gouvernement de Boric de se positionner sur cette question-là qui me semble assez lourde de dangers à venir. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Il lui est arrivé de prendre des positions courageuses, par exemple, il y a une réserve naturelle qui est près de Concepción, qui est près un truc de Humboldt, une réserve naturelle vraiment protégée. Et il y avait un méga projet, et depuis 2017, les écologistes se sont battus, et ils ont obtenu du gouvernement de Boric, là, récemment, il y a quelques mois, qu'il enterre le projet. Très bien, parfait. Mais attention au lithium. Attention à ce qui risque de se passer pour le lithium. Voilà. Oui, une intervention qui répond aussi à la question. Il y a un film qui est sorti il y a quelque temps qui s'intitulait et Allende, c'est une idée qu'on assassine, et qui repart du discours d'Allende à l'ONU, où le fond de son discours, c'était de dire attention, vous avez des multinationales qui sont en train de devenir plus puissantes que des États. D'accord. Et c'était son cri d'alerte. Et ce cri-là, il n'a pas été entendu. Alors, juste pour mémoire aussi, quelques jours avant le coup d'État du 11 septembre, il y avait le sommet des non-alignés qui se tenait à Alger. C'était la semaine qui précédait. Et ça a été une grande messe qui a été un peu le point d'orgue des non-alignés. Et après, c'est parti comme on le sait. Et l'explosion du néolibéralisme aujourd'hui, avec l'ouverture des multinationales américaines à tous les marchés, la mondialisation, c'est aujourd'hui le fait qu'il y a de grands groupes qui sont effectivement plus puissants que la plupart des États et qui font la loi. Et en plus, les Américains, qui sont souvent derrière, ont créé des lois d'extraterritorialité qui leur permettent de condamner tel ou tel. Voilà. Bon. Alors, je ne vais pas plus loin sur la prospective, mais aujourd'hui, c'est un petit peu la situation du monde dans laquelle on est quand même.
Est-ce que quelqu'un veut intervenir tant que j'ai le micro? Demain soir à 18h, les Amis du Monde Diplomatique organisent à la salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat, une rencontre avec Hélène Richard pour parler de l'Ukraine, sur le thème « La guerre d'Ukraine est-elle une guerre coloniale ?» Mais voilà, il faudra venir à la conférence et au débat pour en débattre.